Les dessous de l'immobilier en Estrie. Une présentation de Cher au vent, créateur de votre extérieur depuis 1981. Les dessous de l'immobilier en Estrie au 1077 Estrie. Voici Jean-François Bérubé et ses collaborateurs. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui à l'émission, j'ai le plaisir d'accueillir Mme Myriam Morissette, avocate. Et sans plus tarder, nous allons débuter l'émission avec Mme Corinne Reed, notaire de chez Reed Notaire. Bonjour Corinne, comment ça va? Bonjour Jean-François, ça va très bien. Merci toi aussi. Oui, tellement contente de t'avoir à l'émission. Une nouveauté pour 2025, notre première rencontre et j'espère pas la dernière. J'espère aussi parce que pour ceux qui nous suivent, généralement, ce que tu as à nous fournir comme information, c'est toujours extraordinaire. De quoi tu veux qu'on parle aujourd'hui, Corinne? Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est d'actualité pour plusieurs spectres, mais on va se concentrer sur fraude et comptabilité en fidéicommis. Je suis venue à quelques reprises te parler de certaines choses, mais entre autres, je t'ai parlé beaucoup du règlement de la comptabilité en fidéicommis, la détention des fonds. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on parle de la gestion de fraude parce que c'est vraiment un enjeu que nous, les notaires, on a à vivre de plus en plus fréquemment. Et dans un but unique, c'est de protéger le public. Toujours. Nous, on est là pour protéger. C'est de ça dont on parle aujourd'hui. Tout à fait. On dit le public, mais aussi, je t'ai souvent parlé de la relation tripartite, acheteur, vendeur, créancier. Oui. Quand on est impliqué dans une transaction, ben notre rôle, c'est de protéger tout le monde. Et là, malheureusement, on n'est pas à l'abri des fraudes comme monsieur, madame, tout le monde. Autant au niveau de se faire voler des sous dans notre compte en fidéicommis que de se faire usurper l'identité d'un client puis d'envoyer peut-être des mauvaises informations à quelqu'un que c'est pas le bon client qui est derrière le courriel. Donc, on va tout regarder ça ensemble parce que les notaires... Où commencer? Oui, il y a beaucoup de choses, mais je voudrais qu'on revienne en arrière un petit peu là avant de parler de la situation actuelle puis qu'est-ce qu'on est en train de mettre en place, de comment c'était dans le temps. Oui. Puis, dans le temps. Je me sens vieille de dire ça. Ça rajeunit pas personne, mais c'est dans le temps. Puis, je vais revenir en arrière, justement. Jean-François, tu es habitué quand tu as commencé probablement le courtage, la mise de fonds de l'acheteur, on amenait une traite bancaire chez le notaire. Donc, l'acheteur, il allait à sa banque, il demandait une traite, ça coûtait quelques dollars. Il partait avec sa traite de 25 000 $, il amenait ça chez le notaire. Nous, le notaire, on se déplaçait à aller déposer ça à la banque. Aussi, dans le temps, il y avait beaucoup plus de chèques émis à des comptes en fidéicommis et beaucoup moins de virements parce que maintenant, on s'en va de plus en plus vers les virements. Le meilleur exemple, c'est vous, les courtiers immobiliers, on vous paye de plus en plus par virement. C'est pas tous les notaires qui acceptent. Non, c'est pas tous les notaires. Puis ça, je vais en parler un peu parce que ça fait souvent partie des questions que tu m'adresses. Bien, pourquoi un notaire va demander une chose puis un autre notaire va demander une chose? Je vais l'adresser dans quelques instants. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a beaucoup moins d'effets bancaires en circulation. Chèque, traite, il y a beaucoup plus de virements qu'il y avait et il y a beaucoup plus de fraude. Fait que là, tout est en augmentation. Donc, les fraudes dans les comptes en fidéicommis des notaires, il y en a de plus. Est-ce que tu as été témoin de fraude? Moi, personnellement, non. Dans mon entourage, dans mes notaires proches, non. Mais on a des groupes de discussion sur Facebook, bien évidemment, comme la majorité des professionnels. Et il y en a de plus en plus. Ce qui nous fait... C'est des grosses sommes. C'est des grosses sommes, là. Nous, dans les comptes en fidéicommis, j'aurais dû te sortir des statistiques, mais je peux parler, mettons, au personnel. Moi, par année ou de façon, je vais dire, constante, j'ai à peu près 2 à 4 millions dans mon compte en fidéicommis. Sans arrêt. Donc, puis il y a des moments où j'ai plus, dépendamment de mes transactions. Puis ça, c'est pas parce que je garde 4 millions de quelqu'un, c'est que on a plein de transactions qui sont déposées, il y en a plein qui sont déboursées. Sans circulation. Sans circulation, c'est des in and out. La seule chose qui fait une différence beaucoup pour moi, c'est que je fais beaucoup de successions. Fait que ça m'arrive de garder pendant 1 an, 2 ans des sommes en fidéicommis pendant une bonne période de temps. Et la gardienne de ces sous-là. La gardienne de cet argent-là. Et en étant la gardienne, vient une responsabilité. Là, tu me vois venir. J'ai parlé dans le passé, je sais pas si tu t'en rappelles, mais je vais faire un rappel pour nos auditeurs que le notaire qui a un compte en fidéicommis est responsable des sommes qui sont dans son compte. Et si jamais il y a un débit, donc il y a un retrait d'argent qui n'aurait pas dû être fait, le compte vient dans le rouge. Le problème, c'est pas qu'il n'y a pas d'argent. L'argent va sortir. C'est que l'argent de ce client-là, elle vient de partir pour pas la bonne raison. Fait que je suis dans le rouge dans mon compte. Les notaires, on a l'obligation de combler à même nos propres fonds personnels sans délai ce manquement-là. OK. C'est un engagement personnel. C'est pas un engagement personnel, c'est dans la loi. Ah ben. Et là, ce qui se passe en ce moment avec l'augmentation des fraudes des comptes en fidéicommis, les notaires commencent à paniquer. Avec raison, parce qu'on n'est pas assuré pour notre assurance responsabilité. C'était ma question. Il n'y a pas d'assurance pour ça. Il y a pas. Ben là, il y a différentes choses. Là, ce que je te parle, c'est le volet
notaire. Parfait. Pour les clients, leur assurance, Ouais. c'est tout le fonds d'indemnisation, la Chambre des notaires. On va continuer pour le notaire. Pour le notaire, Ouais. on n'a pas d'assurance. OK. La seule possibilité que là, on est tout en train de regarder, mais que ça coûte des fortunes, c'est des assurances cybersécurité. OK. Mais là, ça demande une étude et ainsi de suite. Puis je sais que la Chambre des notaires est en train de prendre conscience un peu plus de l'ampleur du risque, les notaires aussi, les associations. Donc, on s'en vient avec des assurances peut-être un petit peu plus concurrentielles pour protéger les Et notaires. naturellement, une charge supplémentaire. Et une charge supplémentaire Exactement. et un frais de plus et une Exactement. augmentation pour les clients. Alors, on paye pour les bandits. On paye pour les bandits, c'est toujours ça. Hein? Ouais. On paye pour Ouais. ceux qui font moins bien leurs Ouais. choses. Donc, tout ça pour dire, c'est que le notaire a l'obligation de combler à même ses fonds. Donc, vu qu'il y a plus de fraude, la Chambre des notaires nous a envoyé récemment un communiqué de faire de plus en plus attention et de modifier nos pratiques. OK. À cause qu'on a presque plus de chèques, presque plus de traite bancaire, puis il y a presque plus de virements que de chèques qui est émis. L'autre chose que je veux remettre en perspective, là, c'est qu'il y a beaucoup plus d'usurpation d'identité par courriel. Tu as sûrement déjà reçu ça, Jean-François, un courriel qui dit « Bonjour, est-ce que je peux vous contacter par courriel? J'ai une question. » On comprend très bien que c'est pas son client. Il y a souvent des fautes de français ou c'est approximatif. Donc, mais ça pourrait... Si on n'est pas sensibilisé à cette usurpation d'identité-là, on entreprend une conversation avec un usurpateur d'identité, on pourrait finir par envoyer des informations bancaires et d'un côté et de l'autre. Et souvent, ce sont des professionnels. Hein? C'est des professionnels, ils sont habitués à ça. Ouais. Puis moi, je l'ai toujours dit, là, c'est juste que j'étais d'avance sur mon temps. Quand les je vais dire usurpateurs, mais hackers, comme on dit dans le langage commun en anglais, vont comprendre toutes les informations que les notaires détiennent, on a un problème. Ah oui, hein? Et là, ça commence avec les comptabilités en fidéicommis, les fraudes Ouais. et justement, avant, ce qu'on voyait, là, parce que j'en ai parlé vite, là, mais les chèques, la seule façon de frauder un compte en fidéicommis, c'était de falsifier un chèque. Ouais. Ça se faisait, mais c'était beaucoup plus rare. Il fallait que tu aies un chèque en ta possession, il fallait que tu réussisses à le retravailler pour que ça passe. Et là, est-ce que ça pouvait devenir la responsabilité plus de l'institution financière? Exact. C'est ça, exact, parce qu'il y a un traitement manuel. Là, avec les virements, il n'y a pas de traitement manuel, ça se fait quasiment de façon automatique. Donc, si on en revient à maintenant, il y a un danger d'interception des informations bancaires, il y a un danger d'usurpation d'identité, comme je disais. Et donc, quand on s'échange des coordonnées bancaires, il y a un risque accru. Là, il y a différentes choses qui ont été développées, bien entendu. On peut parler de se protéger. Veux-tu que je rentre là-dedans? Ben oui, certainement. Oui, parce qu'en fait, là, on écoute ça, là, puis on peut vivre un peu d'anxiété avec tout ça. Là. Bien, en tout cas, les notaires, ils en vivent. Ça, je peux te le dire. Mais oui, allons-y. Oui. Oui. Mais pour monsieur, madame, tout le monde, pourquoi je voulais faire cette chronique-là, c'est que les choses s'en viennent et vont changer. Ouais. Pourquoi elle va changer? Parce qu'on doit devenir de plus en plus prudent. Je reviens à ce que je t'ai dit tantôt. Le notaire a l'obligation de combler sans délai à même ses propres fonds l'argent qui manque. Donc, c'est sûr que moi, je vais diminuer mon risque. Et en diminuant mon risque, c'est de mettre des mesures de protection en place un petit peu plus accrues. Et là, je vais faire un petit aparté, Jean-François, OK? Tu me connais, j'aime ça faire des petites montées de lait des fois, dépendamment des situations. Je vais en faire une qui s'applique à ça, mais qui s'applique à tout, OK? Les notaires, quand on se lève le matin, là, on décide pas de vouloir importuner nos clients. Quand on vous demande quelque chose, c'est pas parce que ça nous tente de vous mettre des bâtons dans les roues ou de causer des délais. Ou de les écœurer en bon français. Je cherchais les bons mots, là, mais c'est ça. C'est exactement ça. On a des choses à mettre en place, des vérifications pour diminuer le risque de tout le monde, que ce soit en comptabilité bancaire ou que ce soit en vérification d'une transaction. Corinne, là, je te dis, c'est la même chose pour nous autres. C'est vrai. Tout ce qu'on a besoin d'obtenir pour la mise en vente d'une propriété, les gens nous disent, là, arrête, c'est assez, fais juste vendre la maison. Ben, malheureusement, tu ne me fournis pas les documents, je ne peux pas te représenter. Exact. Ça devient très lourd. Mais on comprend les raisons pourquoi. Oui, tout à fait, parce qu'on en revient à la protection. Oui. On est là, autant les courtiers, quand vous êtes en amont dans la transaction, vous collectez des informations pour bien inscrire votre propriété, puis éviter des surprises au bout de la ligne. C'est juste ça. Bien, pas juste ça. Il y a beaucoup d'autres choses, mais entre autres, le travail, c'est ça. Nous, les notaires, on est en bout de chaîne. Fait qu'on vient mettre notre sceau de, je vais dire, de vérification, de responsabilité là-dessus. Donc, d'autant plus ces vérifications-là. Et quand on travaille avec des bons courtiers, bien, on a moins de travail un petit peu à faire parce que les documents nous sont fournis. Donc, il y en a des courtiers qui travaillent extrêmement bien, comme ton équipe. Alors, pour les courtiers qui écoutent, là, oui, il y a un avantage. Moi, j'adore travailler avec des courtiers.
quand que la personne s'occupe bien de son travail. Voilà. Mais ça, c'est comme dans tous les domaines. Et hein? voilà, ouais. Comme les notaires. Exactement. Même chose. Même les médecins. Même les médecins. Donc là, comment qu'on pourrait se protéger de ça? Qu'est-ce qu'on pourrait dire à monsieur, madame, tout le monde? Ou du moins, petit truc de sécurité. Première des choses, je vais aussi revenir en arrière. Je ne sais pas, Jean-François, si tu connais ce système-là, mais pour la majorité des notaires, les mises de fonds des acheteurs sont transmises via Assis Paiement. Ouais. Ou un coupon de mise de fonds. Ça dit quelque chose? Ben, expliquons-le pour les auditeurs. Tout à fait, très bon point. Dans le fond, avant, je parlais que le client allait chercher une traite bancaire à son institution financière. Maintenant, il y a un système de transfert de paiement qui a été développé par la plateforme immobilière. Là, j'ai dit Assis, mais maintenant, ça s'appelle Dye & Durham. Avant, ça s'appelait TELUS. Fait que je parle tout de la même affaire, mais c'est la plateforme d'échange entre les institutions financières et les notaires. Dans cette plateforme-là, il y a une façon de créer, on appelle ça un coupon, mais dans le fond, c'est un document avec les étapes pour faire un transfert de mise de fonds. Et dans le fond, c'est comme si le client allait sur accéder, payer un fournisseur. Donc, il nous ajoute comme fournisseur. Il n'y a pas nos coordonnées bancaires. C'est un numéro de confirmation de transfert. Il rentre ce numéro-là et sa mise de fonds est transférée dans mon compte en Comme un PayPal de luxe. Comme un PayPal de luxe sécurisé, ouais. Mais là est arrivé l'enjeu de on transmet les coupons par courriel. Là, si le courriel il est intercepté, qu'est-ce qui se passe? Donc là, première des choses, si vous avez à échanger des informations bancaires avec votre notaire, jamais par courriel normal. On s'entend, là, on est rendu par les courriels sécurisés. Il y a différents modes. Les notaires, on est donc, faut couper les réflexes. Faut couper les réflexes. C'est trop facile de joindre un spécimen de chèque d'envoyer ça, là. Faites pas ça. Ouais. Puis que ce soit à votre notaire ou à n'importe qui d'autre, faites pas ça. Hey, Karine, sais-tu quoi? Je pense qu'il faut que je t'arrête. Le temps d'une pause, là. Puis là, je pense que tout le monde là, va écouter la pause puis va revenir, là, parce que là, on a plein de trucs pratico-pratiques qui peuvent éviter des vrais cauchemars. On se retrouve dans quelques instants. Super. Merci. Vous écoutez le balado Les Dessous de l'immobilier en Estrie. Alors, nous sommes de retour avec notaire Corinne Reed. Bonjour, Corinne. Salut, Jean-François. Bon, écoute, je t'ai coupé sec là, avant la pause, là, mais je voulais revenir, en fait. Là, donc, ce qu'on expliquait, là, votre notaire vous demande de faire un transfert bancaire. On n'échange pas l'information par courriel. Jamais. Et là, techniquement, votre notaire, s'il est au fait des derniers communiqués de la Chambre des notaires, ne vous demandera jamais de transférer vos informations bancaires par simple courriel. Donc, soyez attentifs. Si vous recevez cette demande-là... C'est vrai pour vous que pour n'importe qui d'autre. Tout à fait. C'est un peu ce qu'on disait avant la pause. Que ce soit un courriel à un notaire ou un courriel à n'importe qui, n'envoyez pas vos informations bancaires à la base. Numéro d'assurance sociale ou toute donnée personnelle, parce que c'est là que vous pouvez être intercepté par un usurpateur d'identité. Donc, ne jamais envoyer vos infos bancaires. Donc, si le notaire vous le demande, tout bémol, est-ce que le notaire est au fait des dernières tendances en sécurité? Peut-être pas, à vérifier, mais peut-être que c'est pas le notaire qui vous a envoyé un courriel, parce qu'une des recommandations de la Chambre des notaires, c'est de ne pas demander au client de nous envoyer les informations bancaires par courriel. Par contre, je fais un petit aparté parce qu'on y va maintenant avec des courriels de façon sécurisée. La majorité des notaires détiennent des solutions intégrées, soit à leur Outlook comme Secure Exchange, c'est le nom de la compagnie, ou les notaires qui ont, mettons, paramètres, c'est votre transfert, des choses comme ça. Il y a déjà des méthodes sécurisées. Fait que déjà là, si vous recevez un courriel de façon sécurisée, c'est déjà moins pire. Comment on fait pour voir? Bien, vous allez le savoir. Dans le fond, ça va vous le dire parce que vous ne pourrez pas lire votre courriel de la façon dont vous l'avez reçu. Vous allez avoir à cliquer sur un lien que ça va ouvrir un nouveau navigateur Internet et que là, lui, va être sécurisé pour la lecture et la transmission d'informations. Comme nous, au bureau, on utilise Secure Exchange. Donc, quand quelqu'un a besoin de nous envoyer des pièces d'identité, des informations bancaires, on envoie un lien de courriel sécurisé pour qu'il joigne ça. Fait que si c'est un courriel normal, jamais. Courriel sécurisé, peut-être faire attention puis être un petit peu plus... sensible peut-être à l'usurpation, quoique ça risque d'être moins fréquent. Mais le meilleur moyen, ça demeure en personne. Ah, c'est ça. Hein? C'est quoi de vous déplacer un petit 10-15 minutes, d'aller au bureau de notaire, transmettre vos informations bancaires ou de venir récupérer le coupon de mise de fonds? Ça se pourrait que vous ayez des notaires qui vous demandent de vous déplacer pour venir chercher ces informations-là. Comme je le rappelle souvent à chaque chronique, chaque notaire est libre d'exiger les mesures de sécurité qu'il juge pertinentes parce qu'on en revient à c'est lui qui va devoir payer s'il manque de l'argent dans le compte. Fait à lui de déterminer son niveau de risque puis qu'est-ce qui est à l'aise de faire. C'est juste qu'à un moment donné, il y a une question d'efficacité puis de logique. T'as raison.
sais, à un moment donné, il y a des situations où le dépôt direct ou le transfert devient une nécessité, mais lorsqu'on, par exemple, là, dans le cadre d'une vente immobilière, vous encaissez le produit de la vente, qui sont plusieurs centaines de milliers de dollars. Je pense que d'aller chez le notaire et de le déposer en personne, c'est certainement la tâche la plus importante que vous allez avoir à faire dans l'année. Tout à fait. Dans l'année. Puis tu m'enlèves les mots de la bouche. Pourquoi on prendrait le risque de perdre 400, 300, même 25 000, là, parce que pour peu importe qui, le montant, c'est de l'argent. Exactement. Et tout ça pour un simple déplacement, aller chercher un chèque. Là, c'est sûr qu'il y a des moyens de faire des virements de façon sécurisée. Quand on a le spécimen de chèque en main, quand on a fait la vérification d'identité, on peut faire des virements. Comme exemple, je parlais plutôt qu'on paye la majorité des courtiers, nous, de la région, par virement. Bien, on vous connaît, on sait, vous nous avez transmis vos informations bancaires. On ne se repose pas la question à toutes les fois. Par contre, un nouveau client, et ça, c'est un autre point que j'allais vous dire, ne soyez pas étonnés que le client, que le notaire vous demande de vérifier votre identité avant de vous transmettre des informations bancaires. Parce que techniquement, selon la loi, encore une fois, de la comptabilité en fidéicommis, on doit valider l'identité de notre client pour qui on reçoit de l'argent. Mais en même temps, là, cette loi-là est logique. Tout à fait. Mais dans la pratico-pratique, mais tu parles tantôt, tu m'as amené sur le pratico-pratique, le gros bon sens. Très honnêtement, même moi qui est une notaire hyper rigoureuse puis qui connaît sa comptabilité en fidéicommis du bout des doigts, quand on recevait les mises de fonds des acheteurs, la vérification d'identité, elle se faisait au rendez-vous d'hypothèque, mais on a pu recevoir la mise de fonds quelques jours avant. Maintenant, c'est vraiment recommandé, avant de transmettre des informations bancaires, de faire la vérification d'identité, surtout pour les nouveaux clients qu'on n'a jamais rencontrés. Tu sais, Corinne, on en parle, là, puis, tu sais, moi, j'ai quand même 26 ans, là, je suis dans le domaine, je vois les professions qui ont évolué pour plein de bonnes raisons, là. Mais ce que j'ai vu dans le notariat, c'est de moins en moins le fun puis de moins en moins excitant dû à ces éléments-là. Parce que les procédures, ça n'arrête jamais, là. Ça n'arrête jamais. Puis le problème, c'est drôle que tu m'amènes là-dessus. J'en parlais hier avec une collègue. La technologie, au lieu de nous faciliter la tâche, nous rajoute des étapes de vérification puis des demandes de plus aux clients. Puis je comprends les clients. Mais en même temps, tu sais, c'est intéressant que tu en parles parce que même moi, j'ai eu des propos durs, des fois, à dire c'est comme des dinosaures, mais finalement, tu réalises qu'au final, la méthode dinosaure est peut-être plus safe, là. Bien, des fois, on se demande pourquoi on ne revient pas au chèque, là. Juste mettre un chèque, viens chercher ton chèque. Même nous, quand on émet des chèques, là, il y a un petit document qu'on met avec le chèque qui dit un coup qui est sorti de notre bureau, je peux pas t'en réémettre un autre parce que j'ai des règles de comptabilité en fidéicommis. Si tu le perds, oui. Et on a eu, je sais pas si tu t'en rappelles, ça doit pas parce que j'avais géré ça avec un de tes collègues, Charles, de son petit nom, une perte de chèque de courtage. On peut pas réémettre le chèque là, c'est 6 mois, mais encore là, il n'y a même pas de règle d'émission de réémettre au bout de 6 mois parce que ça se peut que l'institution financière l'encaisse quand même. Donc, on a besoin d'avoir des engagements. La loi dit qu'on devrait prendre une assurance, mais il n'en existe pas. Fait que c'est un beau, pardonne-moi l'expression, un beau bordel, tout ça. Là, Mais c'est quand même intéressant puis de voir l'intégration de la technologie parce qu'on le sait, pendant la pandémie, il y avait quand même beaucoup de signatures qui se faisaient à distance. Puis là, il y a eu en fait une nouvelle réglementation qui est venue couper ça. Est-ce que ça va un peu dans la même Ça vient dans la même lignée, puis on en revient à ce qu'on disait tantôt. Dans tout, il y a des gens qui vont profiter du système, puis il y en a d'autres qui vont l'appliquer de la bonne façon. La signature à distance, ça a été circonscrit à cause de mauvaise utilisation ou d'utilisation plus libérale, on va dire ça comme ça. Mais on en revient à ce qu'on disait tantôt. On a un bel outil technologique devant nous et à cause d'une minorité qui l'utilisait peut-être pas de la bonne façon, on ne peut plus l'utiliser dans des situations qui feraient beaucoup de sens parce qu'on a été obligé de restreindre cette utilisation-là pour être sûr qu'il n'y ait pas trop de débordement. Fait que c'est un bon. Avez-vous espoir que ça revienne? Pour l'instant, non, parce que c'est vraiment le ministre qui a adopté ça, cette restriction-là. Puis, je sais pas si tu te rappelles, j'avais fait la blague la dernière fois en disant peut-être qu'il y a eu une mauvaise expérience de signature à distance chez le notaire. C'est pour ça qu'il a tout restreint pour tout le monde. Mais, c'est vraiment venu du ministre et des commentaires du ministre, cette restriction-là. C'est pas une demande de la Chambre, c'est pas une demande des notaires, c'est surtout pas une demande de la population. C'est vraiment le ministre qui a jugé que la protection du public. En même temps, peut-être que ça vient vous protéger, vous aussi, d'une certaine façon. Tout à fait, mais j'en reviens à quelqu'un qui utilise l'outil de la bonne façon, on est protégé. Moi, je fais beaucoup de clients anglophones qui vivent à l'extérieur du Québec.
La signature à distance, là, c'est la meilleure chose qui est arrivée. Mais tu l'utilises plus du tout? Oui, je l'utilise quand je rentre dans le critère d'exception parce que c'est ça, en fait. Il ne faut pas que ça soit, ils disent, érigé en système. Il ne faut pas que ça devienne systématique et il y a un caractère exceptionnel qui vient avec ça. L'enjeu, puis c'est là que l'interprétation diffère parce qu'il y a des notaires qui font des signatures à distance qui ne devraient pas le faire, c'est au niveau du kilométrage. Parce qu'il y a des notaires qui disent, bien, tu es loin de moi, donc je vais te faire signer à distance pour t'éviter un déplacement. Le kilométrage n'est pas un justificatif, n'est pas un critère d'exception. Le critère d'exception par rapport au kilométrage, c'est le client vit dans une région où il n'y a pas de notaire et que là, il devrait se déplacer dans une autre région. Là, on pourrait faire une signature à distance. Mais tant qu'à moi, ça ne fait pas de sens parce que ça fait 15 ans que je suis notaire, presque. J'ai des clients depuis 15 ans qui ont déménagé, par exemple, en Gaspésie. Ces clients-là, là, qui mieux placé que moi pour recevoir leur signature, qui les a rencontrés 3-4 fois, c'est beaucoup plus propice à distance avec moi qu'en présence en Gaspésie. Mais ça, c'est une situation qui n'est pas couverte par la signature à distance. Alors, écoute, on regarde tout ça, là, puis on voit l'évolution. On a peur. En fait, je pense qu'on a raison de s'inquiéter. On fait quelques pas en arrière, probablement, pour mieux repartir de l'avant. Oui. Corinne, lâche pas ton bon travail. En même temps, on profite de cette tribune pour communiquer aux gens, en fait, les difficultés, qu'ils comprennent mieux, en fait, quelle est la réalité. Toujours dans le but, au final, de protéger vos actifs, parce qu'au final, quand on passe devant le notaire, c'est souvent des raisons importantes. Exact. On veut pas qu'il y ait d'erreur. On veut pas qu'il y ait d'erreur, puis on veut être bien servi, puis on veut comprendre. Puis la meilleure chose qu'on peut faire, nous, les notaires, c'est de sensibiliser le public, comme tu dis. Donc, c'est ça mon objectif quand je viens te rencontrer. Sans compter le fait qu'il en manque de notaires. Ça, c'est quelque chose que les gens ignorent, mais il y a vraiment un manque important de notaires. Alors, et je veux pas être alarmiste, mais ça va empirer. Je sais, c'est ce que je pense aussi. À cause de l'acte technologique qui s'en vient. Corinne Reed, notaire de chez Reed Notaire, merci beaucoup d'avoir pris du temps. Plaisir. Je suis convaincu que je vais avoir la chance de refaire une interview avec toi cette saison. C'est certain. Merci beaucoup. Bye-bye. Bye-bye. Vous écoutez le balado Les Dessous de l'immobilier en Estrie, au 107.7 Estrie. Alors, bonjour tout le monde. Merci encore une fois d'être à l'écoute de l'émission. Aujourd'hui, on a le privilège d'avoir Myriam Morissette, avocate chez Terrien Couture Jolicoeur Associés. Merci beaucoup, Myriam, d'être là. Ça me fait plaisir. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui va peut-être piquer la curiosité de bien du monde, là, mais des exemptions de taxes foncières. C'est de ça qu'on veut parler. Je pense que tu as quand même quelques belles informations à nous partager là-dessus aujourd'hui. Oui, effectivement. Quand on parle d'exemption de taxes, qui n'aimerait pas bénéficier d'une exemption de taxes foncières, un congé de taxes? Donc, dans les dossiers d'exemption de taxes, en fait, ça relève de la loi sur la fiscalité municipale. C'est généralement le domaine que personne ne va entendre parler, de la fiscalité. Dès qu'on parle de fiscalité, il me semble que c'est compliqué, c'est des chiffres, puis au final, ça coûte cher. Mais dans ce dossier-ci, en fait, c'est l'inverse, puisque ça permet à des organismes sans but lucratif d'avoir effectivement une diminution de leur compte de taxes foncières lorsqu'ils sont propriétaires ou occupants d'un logement. Et là, d'un immeuble, en fait. Là, Myriam, là, tu partages ça, là, puis avant l'émission, on a eu la chance d'échanger un peu là-dessus, là, mais je vois les étoiles dans tes yeux, là, parce que tu as participé quand même à plusieurs causes là, par rapport à tout ça, là. Au fil de ma carrière, en fait, ça fait maintenant une quinzaine d'années que je fais des dossiers d'exemption de taxes foncières. J'ai dépassé, en fait, le 100 décisions obtenues auprès de la Commission municipale du Québec. Donc, je ne pensais pas, en fait, c'est un de mes collègues... Est-ce que tu es encore apprécié là-bas? Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis, je pense que c'est un volet de ma pratique que j'apprécie particulièrement. Puisque je préfère de loin que les organismes sans but lucratif aient accès à cet argent-là pour, par exemple, acheter des biens ou des services pour améliorer la qualité de vie de leurs utilisateurs ou leur clientèle, ou puissent embaucher un autre intervenant pour soutenir la clientèle. Donc, pour moi, c'est une façon de redonner à notre société, de faire cheminer l'argent autrement. Donc, c'est sûr que entre payer la taxe foncière, je comprends qu'on doit, comme contribuable, tout le monde supporter, mais pour les organismes sans but lucratif, des fois, ça fait une différence majeure entre un budget qui n'arrive pas et un projet qui devient à risque de fermeture versus une pérennisation des activités de l'organisme. Là, évidemment, les règles sont différentes d'une municipalité à l'autre.
Non, en fait, c'est vraiment la loi cadre. C'est une loi provinciale. Donc, c'est la loi sur la fiscalité municipale qui s'applique. Et une fois que la commission, dans le processus, une fois qu'on dépose la demande, une audience qui se tient devant la Commission municipale du Québec, et par la suite, la décision est transmise à la municipalité. Oui. Et elle doit appliquer, en fait, la décision qui a été rendue. Il faut comprendre également qu'au début, dès le dépôt de la demande, la municipalité va recevoir copie de cette demande-là et aura 90 jours pour donner sa position si elle consent ou non à la demande qui est formulée par l'organisme sans but lucratif. Donc, c'est pas... Donc, c'est dans le cas provincial. présent, c'est, dans le fond, les associations qui entrent en contact avec toi puis qui les accompagnent dans le processus. C'est bien ça? Exactement. Comment ça fonctionne? En fait, il y a plusieurs... premièrement, il faut être un organisme sans but lucratif, exercer des activités sans but lucratif. Et il faut également que ce soit des activités qui sont admissibles au sens de la loi sur la fiscalité municipale. Pour ceux et celles qui ont de la curiosité, là, c'est l'article, en fait, 243.8 de la loi sur la fiscalité municipale. Les principaux domaines, donc les organismes sans but lucratif, là, les activités qui sont visées, je vous dirais, il y en a à peu près 3 grandes catégories. Donc, la première, c'est tout ce qui est le domaine de l'art. OK. Donc, autant toute la conservation, mais tous les espaces créatifs. OK. Donc, les organismes, par exemple, qui soutiendraient des artistes. J'ai notamment fait également le Festival d'été de Québec. OK. J'ai fait le Carnaval de Québec aussi. Il y a des festivals aussi à Montréal. Donc, ça peut être les festivals ou ça peut être des espaces créatifs. C'est donc tout le domaine de l'art. Oui. Le deuxième volet, c'est davantage lié au loisir. OK. Donc, ça peut être, par exemple, un club de canoë, ça peut être un camp de sport, ça peut être des espaces sportifs où on encourage les personnes à connaître des façons de faire, des bases de plein air. Là, je vous nomme plein de dossiers là, que j'ai eu à traiter. Ouais. Bien, tout ce qui est dans le domaine du loisir ou de l'information. C'est large. Exactement. Et le troisième, en fait, c'est le volet pour les personnes, je vous dirais, les clientèles vulnérables. Donc, c'est soit de la défense de droits liée à un des motifs qui serait un motif de discrimination. Donc, par exemple, un organisme qui vient en aide aux personnes qui seraient discriminées en raison de l'âge, le sexe, l'orientation sexuelle. Ça peut être le niveau d'éducation, donc différents critères. Et où interviennent pour éviter que des personnes deviennent en difficulté. Donc, notamment, dans la dernière année, j'ai eu l'occasion d'accompagner environ 35 maisons d'hébergement de femmes violentées. OK. Donc, les maisons d'hébergement viennent en aide à des clientèles de femmes violentées. Donc, elles bénéficient effectivement de ce soutien-là. Ça peut être en toxicomanie, itinérance. Ça peut être, par exemple, dans le domaine là, d'un handicap particulièrement... troubles du spectre de l'autisme. Okay. Ça pourrait être des gens qui ont des traumatismes crâniens. Donc, tous les milieux d'hébergement et où les endroits, en fait, où ces gens-là reçoivent des services, donc des clientèles plus vulnérables. Donc, c'est le troisième volet. Donc, si je résume, il y a le domaine de l'art, il y a le domaine du loisir et informatif. Et le dernier volet, c'est tous les organismes sans but lucratif qui viennent à des populations vulnérables. Donc là, toi, lorsque les gens te contactent, à ce moment-là, tu es en mesure quand même de figurer s'ils cadrent dans un de ces 3 programmes-là ou ces 3 catégories-là, si on pourrait dire, pour dire est-ce que ça vaut la peine de pousser la démarche un peu plus loin. Puis des fois, on intervient même très, très en amont du projet. OK. Parce que des fois, ça fait en sorte qu'on peut boucler le budget d'exploitation au départ. Okay. Donc, mes opinions, que j'appelle mes opinions préliminaires sur l'exemption de taxes servent aussi d'un point de vue financier, que ce soit avec les ministères, avec le gouvernement, que ce soit avec les banquiers. Donc, on se sert de ça pour dire, bien, cet organisme-là peut bénéficier d'une exemption de taxes. Donc, dans le budget d'exploitation, on ne calcule pas la taxe foncière, qui fait en sorte que souvent, le projet va lever. Et des fois, on doit aussi s'assurer que la structure convienne, parce que il faut être un organisme sans but lucratif, mais il faut aussi que les utilisateurs dans le logement, dans l'immeuble, en fait, soient aussi admissibles. Donc, des fois, c'est dans la structure. Des fois, c'est dans les conditions d'admission. Donc, on intervient avec la documentation pour s'assurer qu'on répond aux critères de la loi. En fait, ils doivent être propriétaires de l'immeuble ou si
ils sont locataires, pourraient bénéficier d'une réduction de loyer si, évidemment, l'exploitation qu'ils en font comme locataires vient réduire les taxes municipales? Bien, il y a 2 volets. Effectivement, il y a le volet de propriétaire. Il pourrait être locataire, mais il faut qu'il soit locataire dans un immeuble où le propriétaire est un organisme sans but lucratif. Oh, le propriétaire doit l'être. Ou ils doivent recevoir un compte d'affaires, de taxes d'affaires. OK, donc, ils doivent vraiment avoir un compte lié. En fait, ils doivent être redevables de taxes foncières ou de taxes d'affaires. Donc, généralement, les locataires qui seraient dans un immeuble d'un propriétaire privé ne recevront pas un compte de taxes. Je comprends. À moins que ça soit un compte de taxes d'affaires. Mais c'est de moins en moins le cas puisque les villes avaient énormément de difficultés à aller collecter auprès de chacun des locataires la taxe d'affaires. Donc, la plupart des municipalités ont abandonné. Ils les ont rattachés à l'immeuble. Exactement. Intéressant. Mais maintenant, pour ceux qui nous écoutent, il faut comprendre que l'exemption de taxes, ce n'est pas le compte de taxes au complet, parce que si vous prenez le temps de détailler, en fait, les montants, en fait, c'est le cumul de plusieurs montants qu'on paye. Donc, pour ce qui est, en fait, du déneigement ou pour, dans le fond, les aqueducs, les égouts, ça, il n'y a pas d'exemption pour ça, là. Mais en fait, il y a 2 volets. Là. Sur un compte de taxes, là, sans entrer dans le détail, il y a 2 volets. Il y a toujours le volet de la valeur de l'immeuble, où ça, il y a d'autres processus qui permettent d'intervenir pour réduire la valeur de l'immeuble. Puis là où nous, on joue, c'est davantage sur le taux de taxation. Il faut comprendre que le taux de taxation, c'est le montant sur lequel on va calculer la taxe. Et ça peut aller jusqu'à du 3,6, 3,7, donc 3,60 par tranche de 100 $ d'évaluation. Dans certains cas, c'est 0,8. Et les villes, en fait, ont l'opportunité dans les dossiers d'exemption de taxes, soit d'exonérer complètement la taxe, donc la portion où on établit la valeur de l'immeuble et le taux de taxation. Et dans certains cas, en fait, ce qui demeure sur le compte de taxe, c'est, comme tu le mentionnais, la taxe d'eau. Mais à titre d'exemple, j'ai fait un dossier avant les fêtes où l'organisme, en fait, payait plus de 100 000 $ de taxes annuellement parce que c'est une grosse propriété. Puis, elle avait le taux de taxation le plus élevé. Donc, on l'était autour de 3,7 par tranche de 100 $ d'évaluation. Et elle s'est retrouvée avec un taux résiduel qui est 0,50 sous par tranche de 100 $ d'évaluation. Donc, vous comprenez que c'est cet organisme-là qui touche une somme de 100 000 $ et qui sait que l'exemption de taxe va être bonne pour 10 ans, puisque quand on obtient une décision en exemption de taxe, c'est applicable pendant 10 ans. Bien, on vient de redonner à l'organisme 1 million de $ et plus devant elle pour assurer la pérennité de l'organisation. Maintenant, c'est intéressant ce que tu dis. Puis en fait, pour avoir eu plusieurs invités à l'émission, en fait, évidemment, on a notre compte de taxes municipales, résidentielles. Puis là, souvent, on entend parler qu'il n'y aura pas trop de hausse importante au niveau résidentiel, mais ce que ça cache, c'est que souvent, les taxes municipales au niveau commercial, ça l'explose littéralement. Donc, tu abordais tout à l'heure une taxe municipale de 100 000 $ annuellement. Pour ceux qui font le saut, c'est pas nécessairement rare, même au contraire. Des petits espaces à bureaux qui ont des taxes municipales de 30 000 $35 000 annuellement de taxes municipales, c'est fréquent. Pour revenir, en fait, à la procédure, en fait, donc là, une fois que les gens te contactent, soit en amont ou dans le processus, tu es en mesure de cibler si le cadre dans les 3 catégories, les 3 grandes catégories. Quelle est la démarche auprès de la municipalité ensuite? Bien, en fait, on doit à ce moment-là compléter une demande, une procédure, en fait, auprès de la commission municipale et on doit accompagner cette demande-là de différents documents, état financier, lettre patente, le rapport d'activité, le plan de l'immeuble, les conditions d'occupation du bâtiment, donc différents éléments qu'on dépose auprès de la commission municipale. Et à ce moment-là, la commission municipale communique la demande auprès de la municipalité qui aura, comme mentionné précédemment, 90 jours pour donner son opinion relativement à la demande qui est formulée. Et suivant l'expiration de ce 90 jours-là, par la suite, on est convoqué en audience. Donc, on doit aller, en fait, devant la commission municipale. Et là, on procède devant un juge administratif pour démontrer qu'on rencontre, en fait, les critères. Donc, on va présenter un témoin ou des témoins pour supporter la demande. Et on va, effectivement, plaider le dossier
au niveau de l'exemption de taxes. Et à ce moment-là, la commission municipale, le juge administratif, va rendre une décision dans les semaines qui vont suivre. Et une fois que la décision est rendue, comme mentionné, en fait, elle est bonne pendant 10 ans. OK. Donc, l'organisme va bénéficier, sauf un changement majeur, va bénéficier de cette exemption de taxe-là pendant 10 ans. Et au bout de la 9e année, donc juste avant l'expiration de la 10e, là, avant l'arrivée de la 10e, le processus, on peut le refaire. Okay. Donc, j'ai des organismes avec lesquels je suis rendue déjà dans le renouvellement. OK. Et on va probablement perdurer tout le temps. Ça ne rajeunit pas, ça? Non, pas du tout. Est-ce que tu as déjà eu des refus? Oui, on a déjà eu des refus. C'est contestable? Oui, c'est contestable. J'ai eu, en fait, j'ai eu des avancées importantes dans ces dossiers-là au fil des ans. Notamment lorsque l'organisme n'exerçait pas encore d'activité. Okay. La commission municipale disait, bien, écoutez, finissez les travaux, puis quand il y aura des gens à l'intérieur du bâtiment, bien, vous formulerez la demande. Or, on a fait reconnaître que toutes les activités préalables, donc la recherche de financement, le projet de construction, tout ça, étaient couverts, en fait, par les dispositions de la loi. Et donc, dès que l'immeuble est acquis, ça nous permet de bénéficier de l'exemption de taxes dès maintenant et non pas, surtout pour la 3e catégorie, là, les personnes vulnérables, ce qui fait en sorte que des fois, le projet va perdurer pendant 2-3 ans. Donc, la personne aurait à payer des taxes si on n'avait pas eu gain de cause. Puis, sur d'autres volets, en fait, il y a également toute la notion, puisque l'hébergement doit être transitoire au sens de la loi, et la commission avait rendu certaines décisions qui étaient un peu contraires, où on disait, bien, pour que ça soit une transition, il faut qu'on améliore l'état de la personne. Okay. Or, la loi, ce n'est pas ce qu'elle prévoyait. Donc, elle avait, entre autres, refusé à une maison de soins palliatifs. OK. Une exemption de taxes. Mais au fur et à mesure des dossiers, en fait, il y a des dossiers qu'on a portés en révision judiciaire, il y a des dossiers qui ont changé, en fait, la façon d'interpréter. Et normalement, l'hébergement transitoire, la jurisprudence de la commission municipale était à l'effet que ça devait être un maximum de 2 ans. Okay. Or, un des dossiers que j'ai plaidé, c'était des gens qui sortaient de l'Institut de santé mentale de Québec, l'Institut Robert Gifford à l'époque. Et ces gens-là avaient besoin de beaucoup plus de temps pour réintégrer notre société que 2 ans. Et si on venait mettre un délai de 2 ans sur la possibilité de les héberger, en fait, c'est un échec total. Donc, on a réussi dans ce dossier-là à obtenir que l'hébergement transitoire pouvait aller jusqu'à un délai de 15 ans, puisque la loi ne prévoyait pas le délai de 2 ans. C'était vraiment la jurisprudence qui l'avait appliqué. Et on a démontré que pour ces gens-là, la transition, c'est des gens qui avaient été en hospitalisation 25-30 ans. Donc, même juste de savoir à quelle heure on doit se brosser les dents, comment prendre le transport en commun, comment barrer la porte, prendre une douche. Donc, on devait complètement, en fait, refaire leur autonomie puis repartir vraiment à zéro puisqu'ils n'avaient jamais eu à se positionner dans l'horaire parce qu'en centre hospitalier, c'est pas toi qui décides l'horaire. Hein? Même quand nous, on est malade, l'infirmière, elle arrive. Même si on dort, l'infirmière arrive. Si c'est l'heure de notre bain, c'est l'heure de notre bain. Si c'est l'heure du repas, c'est l'heure du repas. Donc, on n'a pas à être autonome, en fait, dans ces activités-là de la vie courante. Donc, on a quand même eu des bons gains au niveau de la commission municipale. Puis encore là, tu le mentionnais, là, c'est une fierté parce que ça permet à des organismes sans but lucratif, des fois, d'avoir des retours. En fait, il y a un des organismes, juste au début de la pandémie, le remboursement de taxes, c'est un gros immeuble, là, parce qu'il y a souvent beaucoup d'organismes communautaires dans les mêmes immeubles, mais on leur a remis en avril 2020 un retour de taxes de 800 000 de la Ville de Montréal. Okay. Donc, je peux vous dire que pendant la pandémie, ça leur a donné un bon coup de main pour assurer les activités. Donc, voilà. Donc, si jamais il y a des auditeurs, en fait, qui sont sur des conseils d'administration d'organismes sans but lucratif et que quand vous regardez les états financiers, ça arrive année après année très serré, bien, c'est peut-être un moment, à ce moment-là, de déterminer, est-ce qu'on achète un immeuble où on pourrait bénéficier peut-être davantage? Exact. Parce que c'est méconnu. Oui, parce que c'est méconnu. Et est-ce qu'on pourrait bénéficier effectivement d'une exemption de taxes? Il y a des villes qui sont très collaboratives. Il y a des villes qui n'écrivent pas beaucoup qu'il y a cette possibilité-là, puisque vous comprenez que la ville va, à ce moment-là, être coupée du montant de taxes que l'organisme c'est une perte importante. Payait. Oui. Mais en même temps, comme mentionné, il y a certaines villes qui considèrent que le fait de supporter les organismes communautaires,
Ça allège leur fardeau fiscal au niveau des services policiers. Ah, OK. Parce que ces organismes-là, souvent, viennent en tête à l'itinérance, la criminalité, la santé mentale, la toxicomanie. On parle d'intégration, hein? Oui, mais il y a des villes, effectivement. Puis un bon exemple, la Ville de Montréal, à la fin de l'année 2024, donc en décembre, a décidé, elle, d'abolir toute autre taxation sur les dossiers où il y avait eu des exemptions de taxes. OK. Donc, les organismes, maintenant, ne paient que pour les services. Et la Ville considère que c'est l'effort qu'elle veut faire auprès des organismes sans but lucratif pour reconnaître leur apport dans les différents problèmes sociaux et leur soutien en termes de solidarité auprès de différentes clientèles. Donc, la Ville de Montréal a lancé le bal. Est-ce que d'autres villes vont suivre? Wow. Je l'espère. Mais c'est intéressant, Myriam, ce que tu dis, parce que quand on regarde les états financiers, on voit une somme d'argent qui est escomptée, mais de pouvoir la verbaliser concrètement sur le terrain, ce que ça peut apporter à la population plus vulnérable, ou dans d'autres cas, même on parlait d'équipes sportives. En fait, c'est quand même un support important et vital, je pense, pour une communauté. Tout à fait. Bien, ça assure en fait le filet de sécurité, le filet de société qu'on aspire à avoir. Puis ces organismes-là, généralement, le financement est très précaire. Donc, le fait de réduire leurs dépenses puis s'assurer que le plus possible, leur argent aille dans les services et non pas dans les frais inhérents, bien, pour eux, c'est un énorme apport. En tout cas, pour ceux qui nous écoutent, si vous avez des questions, j'ai quasiment envie de vous dire d'appeler Myriam Morissette chez Terrien Couture Jolicoeur parce que t'en parles puis je vois toute l'énergie que t'en dégages. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ça a été vraiment super. Alors, je t'ai volé encore un peu de temps. J'espère que tu accepteras mes prochaines invitations si tu as du temps. Avec plaisir. Merci. Bon avant-midi. Merci. Bye bye. C'est déjà ce qui conclut notre émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup encore une fois d'avoir été avec nous et je voudrais surtout remercier mes précieux collaborateurs qui se sont déplacés, Madame Corinne Reed ainsi que Myriam Morissette. Je vais remercier aussi Gilbert à la console qui m'accompagne à toutes les fins de semaine. N'oubliez pas qu'en tout temps, vous pouvez aussi réécouter l'émission Les Dessous de l'immobilier en Estrie ou encore la partager avec vos proches en allant sur le site du 1077 Estrie dans la section rattrapage ou via l'application Cogeco sur la section Balado. On se retrouve samedi prochain dès 11h pour un nouveau segment des Dessous de l'immobilier en Estrie, alors que je vous laisse au bon soin de Priscilla Quirion qui vous accompagnera cet après-midi avec les classiques 80-90. Bonne fin de semaine tout le monde. Les Dessous de l'immobilier en Estrie, une présentation de Cher au vent, créateur de votre extérieur depuis 1981. Rattrapez l'émission en balado au fm1077.ca.